Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. C'est un plaisir encore une fois de vous retrouver pour votre journal sur Monaco Info. Pas de Ligue des Champions pour l'AS Monaco, nous reviendrons sur les temps forts de la rencontre face au PSV Eindhoven et les conséquences de cette défaite. Toujours du sport dans cette édition avec la préparation de l'équipe monégasque de rugby à 7 avant le premier tournoi de la saison à Perpignan. François Gemène, expert en climat, sera notre invité ce soir pour aborder notamment le dérèglement climatique et les fortes chaleurs de cet été 2022. Nous vous emmènerons aussi à la découverte de l'une des missions des scouts de Monaco dans les Alpes-Maritimes. Et pour finir, coup d'œil sur le livre Rosie et Wally à Monaco avec son auteur Margareta Crovetto. Débutons ce journal par du football. Monaco disputait hier soir le match retour du troisième tour préliminaire de Ligue des Champions sur la pelouse du PSV Eindhoven. Les Monégasques se sont inclinés après prolongation 3-2. Pour en parler, notre spécialiste sport Frédéric Elion. Bonsoir à vous Frédéric. Alors, il faut le dire, c'est une vraie désillusion pour l'AS Monaco. Bonsoir Julia, effectivement un scénario cruel pour les Monégasques qui menaient 2-1 à la 89e minute et qui étaient donc tout proches de se qualifier pour les barrages de Ligue des Champions. Mais comme lors du match aller, Monaco se retrouve mené au score avec encore un but de Vermaelen à la 21e. Et comme au Stade Louis II, l'ASM domine la rencontre, se crée plus d'occasions, mais manque de réalisme et d'un brin de chance. Après une première tête sur le poteau à la 54e, Maripane égalise à la 58e, avant que Ben Yedder ne mette Monaco sur la voie royale à la 70e. Les Monégasques ont le match en main, mais se font rejoindre en toute fin de rencontre à la 89e, avec l'égalisation de Gutiérrez, un but validé après consultation de l'arbitrage vidéo, alors que le milieu de terrain mexicain semblait très légèrement hors jeu. En prolongation, Monaco touche encore les montants avec une tête d'Embolo sur la transversale avant le but de De Jong à la 109e sur l'une des rares situations des Néerlandais. Monaco a sans doute, Julia, été la meilleure équipe sur les deux matchs, mais c'est bien le PSV qui se qualifie pour les barrages. Alors Frédéric, quelles sont les conséquences concrètes de ce résultat ? Monaco va vivre une 4e saison consécutive sans Ligue des Champions, mais disputera bien une compétition européenne, puisque les joueurs de Philippe Clement sont reversés en Ligue Europa. Alors la saison dernière, les Monégasques avaient déjà disputé cette compétition et avaient terminé premier de leur poule avant de perdre en 8e de finale contre Braga. Une non-qualification en C1 a aussi des répercussions financièrement notamment, puisque chaque équipe qualifiée pour la phase de poule touche une prime de plus de 15 millions d'euros. Le mercato monégasque pourrait aussi être impacté, la Ligue des Champions étant un argument de poids pour attirer des très bons joueurs. Merci à vous Frédéric pour toutes ces précisions. On reste dans le domaine du sport puisque vous étiez hier dans le Var à Brignoles pour suivre la préparation du Monaco Rugby 7. Plusieurs échéances attendent les joueurs cet été avec notamment un premier test face à Perpignan à l'occasion de l'Inextenso Super 7. Un reportage sur des images de Thomas Deus. 2 victoires au tournoi de Toulouse et La Rochelle et un titre de vice-champion de France décroché lors de l'étape finale à Paris. Le Monaco Rugby Sevens a brillé lors de la 2e édition de l'Inextenso Super Sevens. L'heure est à la confirmation à quelques jours du début de la 3e saison du premier championnat professionnel des clubs de rugby à 7. La formule est la même, 3 tournois estivaux au mois d'août, à Perpignan, La Rochelle puis Pau. Les 8 meilleures équipes iront en finale à Paris en novembre. Pour se préparer, le MR7 a de nouveau posé ses valises dans le Var, à Brignoles. L'effectif a peu changé, avec un noyau dur de joueurs présents l'an passé. Il y a 6 joueurs effectivement qui étaient principalement aussi sur la finale, à part Ryan Gottsmar qui lui n'a pas pu venir pour la finale, mais qui revient les 3 tournois là avec nous. Donc c'est un noyau fort qui a perdu en finale l'année dernière, donc quand même avec une grosse expérience sur les 4 tournois. Notre force cette année, c'est qu'on a 10 joueurs qui vont nous suivre sur les 3 tournois, alors que l'année dernière, on avait une rotation de 6 joueurs. C'est vraiment un beau groupe cette année, différent forcément, mais peut-être un petit peu mieux équilibré, un peu plus âgé, mais avec un peu plus d'expérience. Parmi les joueurs d'expérience, le Sud-Africain Cécile Africa, élu meilleur joueur du monde de rugby à 7 en 2011, ou l'Argentin Felipe Delmestre, médaillé olympique. Le MR7, c'est surtout
une famille, un vestiaire soudé où cohabitent des joueurs issus de différents milieux. Je pense en tout cas que c'est ce qui nous a fait aussi performer l'année dernière. Parce qu'en fait, c'est ce qu'on a réussi à créer à côté. Donc, c'était bien tout ce fait de rien lâcher. Et en fait, d'être tous copains, au final, ça a permis de souder le groupe dans les moments durs. Parce que bon, le set, c'est de la haute intensité tout le temps. Donc, des fois, tu n'es pas très lucide. Mais tu gardes des automatismes, des liens et tout qui, au final, se créent ailleurs. Et sur les à côté, et sur les entraînements comme ça, avec cette bonne humeur. Donc je pense que c'est vraiment important. Et on met un gros point là-dessus. De toute façon, que les mecs qui viennent et que nous, quand on vient, on soit heureux d'être là. Et c'est ça qui fait tout, quoi. Les joueurs de Jérémy Ecardi ont encore quelques entraînements pour peaufiner les combinaisons et différents lancements de jeu. Premier match samedi 13 août au tournoi de Perpignan avec un 8e de finale face à Brive. Depuis le début de l'été, les fortes chaleurs touchent Monaco et ses pays voisins, un phénomène caniculaire inquiétant. Ces 7 dernières années ont d'ailleurs été les plus chaudes jamais enregistrées sur Terre. Pour nous parler de ces périodes caniculaires et plus précisément du dérèglement climatique, nous recevons ce soir dans ce journal François Gemène, spécialiste du changement climatique et membre du GIEC. Bonsoir à vous François. Bonsoir. Alors, depuis la sortie du 3e rapport du GIEC le 4 avril dernier, vous avez déclaré que la lutte contre le dérèglement climatique était finalement presque impossible. Expliquez-nous, François. Nous devons avoir conscience que nous ne sommes encore qu'au tout début du changement climatique et que pendant la durée de nos vies, les températures ne vont faire qu'augmenter. Ce que nous pouvons encore faire, et ce qu'il est évidemment capital de faire, c'est d'essayer de réduire au maximum l'augmentation des températures. Et ça dépend encore de nos actions, mais nous n'allons pas pouvoir, quelque part, nous débarrasser du changement climatique. Ça veut dire qu'il va falloir, en même temps que nous devons réduire nos émissions de gaz à effet de serre, il va aussi falloir nous adapter aux impacts du changement climatique. Alors, les vagues de chaleur ont toujours existé, mais elles semblent, c'est vrai, de plus en plus fréquentes ces dernières années. Est-ce que c'est la traduction concrète de ce dérèglement climatique de rendre les vagues de chaleur plus longues et plus fréquentes ? Le changement climatique va avoir pour effet d'augmenter à la fois la fréquence, mais aussi l'intensité de ce qu'on appelle les phénomènes climatiques extrêmes, c'est-à-dire les vagues de chaleur, les sécheresses, mais aussi les inondations, par exemple. Et donc, ça veut dire que non seulement les vagues de chaleur vont devenir de plus en plus fréquentes, là on est à la 4e ou 5e depuis le début de l'année, mais elles vont aussi devenir de plus en plus chaudes au fur et à mesure que nous allons progresser dans le siècle. Et ça veut dire malheureusement que d'ici quelques années, on se souviendra sans doute avec une certaine nostalgie de l'été 2022 où le thermomètre n'atteignait 40 degrés que quelques jours par an. Selon vous, si je comprends bien, ce dérèglement climatique, il est inéluctable. Aujourd'hui, on ne peut pas l'arrêter, on ne l'arrêtera pas. On peut le limiter, mais par contre, on ne peut pas l'arrêter. Nous avons engagé un processus qui est irréversible, en tout cas irréversible à l'échelle du 21e siècle. C'est pour ça, d'ailleurs, je crois qu'il ne faut pas parler de crise climatique. La crise donne l'idée que c'est une période temporaire qui va précéder un retour à la normale. Il faut vraiment nous mettre dans la tête qu'il n'y aura pas de retour à la normale. Alors concrètement, que faut-il faire à notre échelle? Que faut-il faire tout court? Et évidemment, la question de la réduction de nos émissions de gaz à effet de serre, ça c'est absolument essentiel parce que bien entendu, les impacts du changement climatique sont très différents selon que l'augmentation moyenne de la température est de 2, 3 ou 4 degrés. Et puis, il va aussi, comme je le disais, falloir s'adapter. Ça veut dire notamment par rapport aux canicules dans des milieux urbains comme Monaco, ça veut dire végétaliser davantage la ville de Monte-Carlo, ça veut dire peindre certaines surfaces en blanc de manière à augmenter l'effet d'albédo, le phénomène naturel qui fait que les couleurs claires renvoient la chaleur du soleil. Et puis, à plus grande échelle, il va également falloir se poser la question de l'aménagement du territoire et donc de la végétalisation des villes. Alors, il y a aussi peut-être parfois un militantisme un petit peu punitif qui entoure l'environnement. Est-ce que, selon vous, ce n'est pas peut-être desservir la cause à certains moments? Moi, je suis effectivement assez dubitatif quand je vois certaines stratégies militantes, notamment qui cherchent à culpabiliser les gens par rapport à leur comportement. Moi, ce que je crains, c'est qu'on ait une société en deux camps retranchés qui soit finalement condamnée à l'immobilisme. Et donc, le grand défi, qui n'est vraiment pas évident, ça va être d'essayer d'embarquer tout le monde là-dedans et de faire comprendre qu'au final, tout le monde a un intérêt à cela parce que tout le monde sera touché. Il y a aussi une énorme vague de climato-sceptiques qui un petit peu rejoint la vague des complotistes. Là, quel regard vous portez aussi là-dessus? Beaucoup de gens aujourd'hui restent convaincus qu'il subsiste des doutes importants dans la communauté scientifique
Et il y a encore énormément de climato-sceptiques qu'on va trouver sur les réseaux sociaux, bien entendu. Et puis, il y a d'autres formes de climato-scepticisme aussi. Il y a ceux qui disent qu'il est de toute façon trop tard pour agir et que ça ne sert à rien, ceux qui disent que l'homme s'est toujours adapté à travers l'histoire, ceux qui disent que la technologie va nous sauver, que donc il n'y a pas besoin de modifier nos comportements ni nos politiques publiques. Tout cela, ce sont aussi des formes de climato-scepticisme qui n'ont qu'un seul but, celui de retarder l'action. Alors là aussi, il y a plusieurs théories concernant ce changement climatique. Est-ce qu'il a été entraîné par les différents agissements de l'homme, de l'humain, ou existe-t-il d'autres raisons ? Alors, nous sommes sûrs aujourd'hui à 100%, et le dernier rapport du GIEC est absolument formel sur ce point, que le changement climatique qui est en cours, il est dû aux activités humaines, c'est-à-dire essentiellement à la combustion d'énergie fossile et dans une moindre mesure à l'agriculture. Et donc, effectivement, c'est nous qui sommes responsables du changement climatique en cours. Dernière question, si le processus enclenché justement va au bout, que va-t-il se passer ? Si nous ne faisons rien et que nous continuons comme aujourd'hui, c'est-à-dire à augmenter nos émissions d'à peu près 1% par an, eh bien, nous allons vers une élévation de la température moyenne de l'ordre de 4 degrés d'ici la fin du siècle. Ça veut dire sans doute une hausse de l'ordre de 5 à 6 degrés pour la France et donc évidemment toute une série d'événements de plus en plus extrêmes, sans compter la hausse du niveau des mers qui pourrait atteindre 2 mètres dans cette hypothèse. Si par contre nous parvenons à réduire suffisamment nos émissions, à ce moment-là, on peut imaginer que la hausse de la température en France soit de l'ordre de 3 degrés, 3 degrés et demi, et que nous parvenions à nous adapter à la plupart des impacts, même s'il y aura de gros bouleversements dans la manière dont la société est organisée, dans la manière dont on va travailler, dans la manière dont on va construire les bâtiments ou cultiver dans l'agriculture. Les cartes sont donc entre nos mains. Merci beaucoup à vous, François Gemène, d'avoir été avec nous ce soir pour nous parler du dérèglement climatique et des solutions potentielles pour le ralentir. Très volontiers. Bonne soirée. Direction à présent le Festival de musique de Menton qui est l'un des plus anciens et plus prestigieux d'Europe. Le prince Albert II était d'ailleurs présent hier soir à l'occasion de cette 73e édition. Il a assisté sur le parvis de la basilique Saint-Michel à un concert de la violoniste Patricia Kopacz-Skava. Le Festival de musique de Menton prendra fin ce samedi 13 août à l'occasion de la dernière représentation de l'été. Découvrez à présent l'exposition de la sculptrice et peintre Anna Tsareff. Elle a lieu à l'espace d'art du comité de l'AIAP UNESCO au quai Antoine Ier. L'artiste de 80 ans rend hommage à l'Orient à travers ses œuvres et plus précisément au Japon. Une vraie plongée au cœur de la richesse des coutumes locales avec des tableaux de scènes de vie comme les récolteurs de riz ou encore les marchands de fleurs. Une exposition à retrouver du mardi au vendredi de 12h30 à 17h jusqu'au 19 août prochain. Les guides et scouts de Monaco ont terminé un important chantier ce week-end, la reconstruction d'un pont dans le petit village de Molières dans les Alpes-Maritimes. Les travaux ont représenté un important challenge largement relevé avec fierté par les équipes. Un reportage signé Vanessa Dessy sur des images de Thomas Deus et Alexa Vial. Octobre 2020, la tempête Alex balayait les vallées des Alpes-Maritimes. Une forte mobilisation s'est créée du côté de l'association des guides et scouts de Monaco. Contacté par le village de Molières, un chantier a été lancé l'an dernier afin de reconstruire un pont qui permet de rejoindre Isola 2000 par un sentier de randonnée départementale. Une équipe de 18 personnes se relaie ainsi afin d'arriver à bout de ce projet. Les routiers scouts de Monaco, ce sont des scouts qui travaillent. C'est-à-dire on n'est plus dans les activités scouts normales, on ne fait pas de week-end, on ne fait pas de camp, mais on a un projet annuel qui est un projet de service. Voilà, cette année, sur 2 ans, on a fait un projet de service de la construction de ce pont. On a eu tout un tas de... Il y a un ingénieur au Mercantour qui a travaillé pour nous, avec qui on ne s'est pas affronté, mais avec qui on a négocié. Il avait des critères impératifs, nous avions nos critères d'esthétique et de simplicité. Nous, on n'a pas fait venir d'hélicoptère pour transporter le pont. On est allé nous-mêmes chercher le bois dans la forêt, du bois mort, du bois de bonne qualité, autant que faire se peut, mais le pont, on l'a construit nous-mêmes sur place. Les étapes de construction n'ont pas été de tout repos car aucun ébéniste n'était présent au sein de l'équipe, mais la motivation leur a permis de se dépasser.
D'abord, on a commencé à construire la structure du pont, donc le squelette du pont, avec des gabions, ce qu'on appelle des cages, c'est des cages en métal dans lesquelles on met de la pierre pour pouvoir avoir un socle solide, sur lequel on a posé des billes. Des billes, c'est des troncs d'arbres en mélèze qui sont d'une taille assez correcte pour supporter le poids de plusieurs personnes. Donc ça, c'est la première partie du projet. Donc par la suite, l'année d'après, on a fait tout ce qui est technique, donc garde-corps, main courante et tout ce qui est structure du pont imposé dans le cahier des charges donc, du Mercantour. Il y a eu quelques difficultés, pas sur la construction même, mais sur les accords entre nous et le Mercantour au niveau du cahier des charges, parce que nous, on avait certains objectifs qui n'étaient pas forcément compatibles avec les leurs. Donc on a un ami à mon père donc, qui nous a aidés, un ingénieur de chez Vinci, bénévolement évidemment, qui nous a aidés à faire les calculs, à construire les plans. De ce projet, il en ressort un message fort de cohésion et de solidarité. La construction de ce pont aura certainement suscité des vocations. La plupart d'entre nous, on adore bien travailler ou faire de la construction, pour ma part en tout cas. Et bien moi plus tard, peut-être pas un métier, mais en tout cas être routier, c'est une option qui me plairait. L'inauguration officielle du pont aura lieu le 10 septembre prochain en présence de nombreuses personnalités des Alpes-Maritimes et monégasques. Nous partons à présent à la découverte d'un livre intitulé Rosie et Wally à Monaco, un ouvrage engagé qui permet aux enfants d'être sensibilisés à la préservation de l'environnement dans le fabuleux décor de la Principauté. Bonsoir à vous, Margareta Crovetto. Bonsoir. Alors vous êtes l'autrice de Rosie et Wally, un duo qui n'a pas été épargné par la vie, mais qui se retrouve donc pour aider la planète. En fait, les deux personnages dans le livre, ils ont une mission. Ça s'appelle la mission Clean Up et ils vont aller dans chaque ville ramasser les papiers et les recycler après. En fait, le but de ce livre, c'est de donner ce message à les enfants, les responsabiliser pour leur environnement et comme ça, les terrains de jeu, les villes seront plus propres. Alors, il y a plusieurs illustrateurs qui ont rendu ce livre plus vivant que jamais, dont un monégasque, Claude Gauthier. C'était un choix fort de votre part. En fait, j'ai vécu à la Fondation de Monaco et il a organisé une exposition là-bas. Et j'ai immédiatement eu un coup de cœur sur ces ouvrages. C'est très ludique, très colorié et je pense que ça parle à les enfants. En plus, on a eu une très bonne entente et voilà. Après, j'ai proposé l'idée, il a adoré et notre collaboration a commencé. Alors votre livre Rosie et Wally est décidément très engagé et soutient aussi la Fondation Flavien pour le projet de recherche sur les cancers pédiatriques. C'était là aussi une volonté de votre part. Le personnage Rosie, elle est malade. Je voulais casser un peu les codes dans les dessins animés qu'on voit où tous les personnages ont des super pouvoirs, sont très forts. Je crois que pas tous les enfants peuvent s'identifier à ça. Et c'est pour ça que j'ai créé ce personnage qui est malade. Et la Fondation Flavien, oui, c'est venu tout naturellement. Alors, Rosie est une petite fille malade. Wally est un chien abandonné. Là aussi, on rentre dans des sujets très concrets qui arrivent quotidiennement. Ça. Il y a beaucoup de chiens qui sont abandonnés ou des animaux qui sont abandonnés l'été. Pour moi, c'est quelque chose d'insupportable et c'est pour ça que j'ai créé le personnage Wally qui a été abandonné par sa famille, qui a vécu dans un SPA et heureusement, il va retrouver Rosie qui va lui donner plein d'amour et des belles aventures. Un mot, Margareta, sur votre parcours personnel qui a été profondément marqué évidemment par les lettres mais aussi par la nature. Exactement, j'ai travaillé 4 ans pour l'organisation WWF. Et là, j'ai pu comprendre tous les problèmes qu'il y a encore à résoudre concernant l'écologie. Et c'est pour ça, malheureusement, j'ai dû quitter cette organisation parce que j'ai suivi mon mari qui est diplomate pour Monaco. Mais je voulais continuer quand même à contribuer à ma graine, on va dire. Et c'est pour ça que j'ai créé Rosie et Wally avec ces valeurs-là aussi de WWF dedans. Alors, dernière question, car je suis un petit peu curieuse. Où est-ce que Rosie et Wally vont nous emmener? Quelle est la prochaine destination, si vous pouvez évidemment nous la révéler? Oui, alors j'ai vécu à Bruxelles
Bruxelles et maintenant à Madrid aussi. Alors, ça sera, je pense, en premier Bruxelles parce que je suis belge, je connais bien, et après Madrid. Et j'espère après faire toutes les capitales d'Europe. Comme ça, je peux sensibiliser un grand public dans différents pays, avec différentes cultures, avec des images qui leur parlent. Merci beaucoup à vous, Margaretha, d'avoir partagé les aventures de Rosie et Wally à Monaco. Ok, merci à vous. Nous retrouvons Frédéric Elion pour un point complet sur la météo de demain. Des nuages sont encore malheureusement au programme. Oui, encore un ciel voilé, Julia, avec une alternance d'éclaircies et de passages nuageux. Les températures seront légèrement en baisse, avec 25 degrés prévus le matin et 29 l'après-midi. Pour les chanceux qui iront à la plage, l'eau sera à 27. Jeudi 11 août, n'oubliez pas de souhaiter une bonne fête à toutes les Claires. Merci à vous, Frédéric. Tous les jours à 11h55 précisément a lieu sur la place du Palais le célèbre cérémonial de relève de la garde. Les touristes sont nombreux à assister à ce rituel solennel et militaire. Manuel Vitali, notre photographe, a pu immortaliser l'instant. Et demain, vous retrouverez d'ailleurs un reportage complet sur ce moment mythique adoré par les visiteurs de la Principauté. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous dis à très bientôt évidemment sur Monaco Info.